dans la base froide de l'ambassade soviétique à Téhéran, le 30 novembre 1943, le maréchal Gorgui Zhukov a hésité en signant un rapport opérationnel qui ne verrait jamais la lumière des dossiers officiels. Son stylo s'est arrêté sur des mots qui révélaient une vérité gênante: sans les 400 000 camions fournis par les Américains, l'offensive contre les nazis serait impossible. À l'extérieur, le ronflement lointain des moteurs Studebaker, fabriqués aux États-Unis, résonna dans les rues de la capitale iranienne, transportant des fournitures soviétiques à la conférence historique où Staline rencontrerait Roosevelt et Churchill. À ce moment, le stratège le plus brillant de l'armée rouge était dans un fait qui resterait caché pendant près d'un demi-siècle: les troupes qui ont repoussé Wehrmacht à Berlin ont avancé sur les routes américaines et alimentées par les rations américaines. Sans ce soutien, comme Staline lui-même l'admettrait dans un toast réservé quelques heures plus tard, l'Union soviétique aurait succombé à la guerre. Il y avait 427 284 camions et jeeps américains qui, par des routes ardues telles que les trains arctiques, le couloir persan et la route du Pacifique, ont atteint les mains soviétiques, plus de véhicules que toute la production domestique de l'URSS tout au long du conflit. Une flotte plus grande que beaucoup de pays rassemblés. Ces machines ont transformé l'armée rouge, auparavant limitée à la vitesse des soldats et des chevaux qui marchent, en une force mécanisée capable d'opérer sur des fronts de milliers de kilomètres. Ce qu'aucun fonctionnaire soviétique à Téhéran ne pouvait imaginer, c'est que leur confession sur la dépendance américaine était méticuleusement enregistrée non seulement par les sténographes alliés, mais aussi par les agents NKVD, créant un dossier secret qui nierait des décennies de propagande sur la Grande Guerre patriotique. La réalité du transport soviétique a commencé par une catastrophe. Le 22 juin 1941, lorsque 3,8 millions de soldats d'Axe ont fait irruption dans l'URSS dans l'opération Barbarossa, ils sont tombés sur une armée rouge pour la guerre mécanisée. Sa flotte d'environ 700 000 véhicules était principalement composée de copies sous licence GAZAA du Ford Model Asia 5 de 1930, sur la base des projets américains des années 1920. En seulement 6 mois, 40% de cette flotte a été détruite ou capturée. Les chiffres ont révélé une invalidité industrielle que la propagande soviétique tenterait d'effacer pendant des décennies. En 1941, l'URSS n'a fait que 124 176 camions alors qu'il a perdu près de 300 000. Le principal producteur du pays, Gaz Factory, a dû être évacué vers l'est face à l'avance allemande, réduisant la production en filet. ZIA Moscou a converti ses chars lorsque les troupes nazies étaient aux portes de la ville. Au début de 1942, des armées soviétiques entières ont marché à pied, avec son artillerie sur la puissance, quand il y avait des chevaux disponibles. La deuxième armée de choc, piégée dans la poche de Volkov, a perdu 95% de ses véhicules tout en essayant de briser le siège. Les soldats transportaient des projectiles à l'arrière vers des canons qui ne pouvaient plus être déplacés. C'était la situation critique que l'aide américaine révolutionnerait, bien que les dirigeants soviétiques aient pris 40 ans pour l'admettre publiquement. Wehrmacht avait montré ce que la guerre moderne exigeait: mobilité, vitesse et logistique impeccable. Malgré la supériorité numérique dans divers secteurs, les forces soviétiques ont été flanquées à plusieurs reprises et entourées de ne pas égaler l'agilité allemande. Division d'infanterie qui devrait être motorisée avançait à pied. Les batteries d'artillerie, qui avaient besoin de tracteurs, dépendaient des chevaux qui sont morts au milieu de l'hiver russe. Le 1er octobre 1941, dans le port glacé d'Arkhangelsk, le train britannique PQ-1 a déchargé sa charge dans l'obscurité de la chute arctique. Parmi les fournitures, 20 camions américains, le premier d'une inondation qui allait arriver. Ces Chevrolet, avec Canada. Des poubelles fermées et des moteurs fiables semblaient être des miracles pour les conducteurs soviétiques habitués aux véhicules qui nécessitaient des heures d'entretien pour chaque heure d'utilisation. En novembre 1941, alors que la Wehrmacht n'était qu'à 12 km du Kremlin, les camions américains arrivaient au rythme de 2000 par mois, via plusieurs itinéraires. Le corridor perse, géré par des ingénieurs américains qui ont pris le contrôle du chemin de fer iranien, a vu sa capacité augmenter de 600%. La route du Pacifique, bien que limitée aux approvisionnements non militaires en raison de la neutralité soviéto-japonaise, transportait néanmoins des milliers de véhicules. Les dangereux convois arctiques, malgré les lourdes pertes causées par les sous-marins et les attaques aériennes, ont continué à livrer de précieuses marchandises. Les véhicules eux-mêmes représentaient un saut technologique qui a étonné les mécaniciens soviétiques. La Studebaker US-6, par exemple, avait 6 roues motrices toutes motorisées alors que les camions soviétiques ne roulaient que sur 2 des 4 roues. Son moteur développait 94 chevaux, contre 73 pour le ZIS-5. Mais la différence cruciale résidait dans les treuils à récupération automatique,
qui permettait aux véhicules de se libérer de la boue qui avait englouti les camions soviétiques jusqu'au dégel printanier. Ces camions étaient équipés d'outils que les forces soviétiques n'avaient jamais vus auparavant, des kits complets de 128 pièces, des vérins hydrauliques, du matériel de réparation de pneus, des catalogues de pièces détachées avec des composants numérotés. Un camion soviétique, lorsqu'il était équipé d'outils, disposait tout au plus d'un jeu de clés de base. Les Américains avaient pensé à chaque détail, des systèmes de démarrage à froid qui fonctionnaient, des chauffages d'habitacle efficaces, un câblage étanche qui ne court-circuiterait pas en raison de l'humidité. Lors de la conférence de Téhéran, entre le 28 novembre et le 1er décembre 1943, a eu lieu l'un des aveux les plus extraordinaires de l'histoire soviétique, même s'il n'a été rendu public dans les archives américaines qu'en 1961 et en URSS en 1989. Lors d'un dîner privé le 30 novembre, avec seulement Roosevelt, Churchill et leurs plus proches collaborateurs, Staline s'est levé pour porter un toast qui contredisait tout ce que disait la propagande soviétique. Il prêcherait dans les décennies suivantes. Selon Charles Bollen, l'interprète de Roosevelt, Staline aurait déclaré, je veux dire, du point de vue russe, ce que le président et les États-Unis ont fait pour remporter la victoire dans cette guerre. Le plus important dans cette guerre, ce sont les machines. Perdu la guerre. Le général Alan Brooke, chef de l'état-major impérial, a noté dans son journal que Staline, lors de discussions techniques ultérieures, avait particulièrement mis l'accent sur les camions, déclarant que les Studebaker américains étaient les meilleurs au monde pour les conditions soviétiques et les qualifiant de « base de notre mobilité ». Cependant, 3 ans plus tard, en 1946, Staline déclarait publiquement que le pré-bail n'avait été qu'un soutien secondaire. Le discours officiel soviétique réduisait le pré-bail à seulement 10% de la production nationale, une fraude statistique devenue un dogme d'État, imposé par les censeurs et répété par des historiens qui préféraient la sécurité de leur carrière à l'intégrité des faits. Mais les documents déclassifiés de la conférence de Téhéran révèlent des aveux bien plus révélateurs. Le maréchal Klim Voroshilov, lors d'une conversation privée avec des officiers de la logistique américains, a été catégorique, vos camions gagnent la guerre pour nous. Un Studebaker vaut plus que 10 chars légers dans nos conditions. Des propos surprenants de la part d'un commandant qui, dans des discours publics, attribuait la victoire exclusivement à l'industrie socialiste héroïque. Pour comprendre pourquoi ces véhicules sont devenus le pilier invisible de la blitzkrieg soviétique, il suffit de regarder les mathématiques impitoyables de la logistique. IK de l'armée rouge. Une seule division de marine en offensive a consommé 450 tonnes de fournitures par jour, munitions, aliments, carburant, équipement médical. Dans une position défensive, le nombre est tombé à 300 tonnes. Déjà un corps de réservoir exigeait 1000 tonnes par jour. Le transport de ce volume des bornes ferroviaires à la ligne de front à travers des routes primitives et boueuses était une équation que seuls les camions américains pouvaient résoudre. Données classées jusqu'en 1991, compilées par le général André Krulev, chef de la logistique militaire soviétique, ils exposent la réalité brute, l'armée rouge avait besoin d'au moins 450 000 camions pour soutenir les opérations offensives à grande échelle. Entre janvier et septembre 1943, l'URSS n'a produit que 49 000 véhicules. Au cours de la même période, les États-Unis ont livré 94 000. Sans ce flux, les forces soviétiques seraient piégées à un rayon ferroviaire de 50 km, une limitation stratégique mortelle dans un théâtre d'opération qui s'étendait sur des milliers de kilomètres. Mais ce n'était pas seulement une question de quantité. La supériorité technique des camions américains a redéfini les normes de mobilité. Les modèles soviétiques standards, tels que ZIS-5 et GAZAA, avaient une capacité nominale de 2,5 à 3 tonnes, mais en pratique soutenaient à peine 1,5 tonnique sur les routes avant sans se casser. Le Studebaker US-6, évalué sur 2,5 tonnes, transportait 5 tonnes sur les autoroutes et 3 tonnes sur un terrain accidenté, et a pourtant gardé une durée de conservation de 10 000 km, contre un membre de 2000 km de véhicules soviétiques. La différence n'a pas arrêté la résistance. Alors que les camions soviétiques dépendaient des freins mécaniques qui ont échoué la pluie, des pistons en fonte qui ont augmenté le poids et les thermostats, condamnés à surchauffer en été et à geler en hiver, les Sudbert ont incorporé des innovations qui ressemblaient à la science pour les ingénieurs soviétiques, les freins à air qui fonctionnaient dans tous les climats, les pistons en aluminium qui ont réduit le poids, ce qui a réduit le poids, les filtres à huile qui ont réellement filtré et thermostats qui ont réduit la température du moteur, ce qui a réduit, des filtres à huile qui ont réellement filtré et thermostats qui ont réduit la température du moteur. C'était comme comparer un tracteur de l'ère tsariste à une machine du futur.
Alors que les trains arctiques, avec leurs duels épiques contre les sous-marins et les tempêtes, ont dominé le récit héroïque de la guerre, le couloir persan a opéré dans les coulisses comme la véritable artère vitale de l'effort soviétique. Une route de 4000 milles des ports américains à la frontière de l'URSS, qui est devenue l'une des plus grandes caractéristiques logistiques de l'histoire militaire. En mois, les ingénieurs américains ont converti l'infrastructure primitive de l'Iran, un chemin de fer à jauge unique, qui portait autrefois 200 tonnes par jour, à déplacer 6000 tonnes, les routes étaient ouvertes là où les sentiers de camels venaient uniquement, et au milieu du désert est venue l'usine d'assemblage en Mecque, capable de traiter 300 camions par jour. Le choc culturel était visible. Les conducteurs soviétiques, habitués aux véhicules qui ont nécessité des réparations constantes, ont reçu 3 jours de formation chez Studebaker et ont quitté 1800 km de vent. Beaucoup n'avaient jamais réalisé quelque chose qui a fonctionné. Jusqu'au milieu de 1943, le couloir persan livrait déjà des milliers de camions par mois. Le port de Khorramshahr, qui a précédemment déplacé 50 000 tonnes par an, a commencé à traiter 250 000 tonnes par mois. Les officiers soviétiques ont envoyé un rapport de début de Moscou, alors que leurs ports ont mis 2 semaines pour décharger un navire, les Américains ont fait de même en 48 heures. On estime que près de la moitié des 427 284 camions américains envoyés en URSS sont arrivés à cette route, un flux qui a fonctionné avec une efficacité si écrasante que les soviétiques eux-mêmes ont essayé, sans succès, de le reproduire. Mais la vérité était indéniable, ils n'avaient aucune capacité industrielle ni culture de précision pour correspondre à la norme américaine. La fusion entre les camions Studebaker et l'artillerie de fusée. Le BM-13 Katyusha a créé l'une des armes les plus redoutées de la guerre. Monté à l'origine sur un châssis ZIS-6 dont la production fut arrêtée en 1941, le Katyusha dépendait de versions improvisées sur rail ou sur remorque, pratiquement inutiles en guerre mobile. La Studebaker US-6 a tout changé. Son châssis renforcé absorbe le violent recul d'une salve complète, sa traction 6x6 lui a permis de tirer et de se déplacer en moins de 3 minutes, avant que l'artillerie allemande ne puisse riposter. Sur un terrain accidenté, où un camion soviétique, lorsqu'il fonctionnait, mettait 15 minutes à manœuvrer, le Studebaker effectuait la même opération en 1/5 du temps. L'impact a été dévastateur. Les unités de garde équipées de Katyusha à Studebaker ont enregistré des taux de survie 400% plus élevés que celles équipées de véhicules soviétiques. Les Allemands, qui surnomment le système les organes de Staline, constatent avec amertume, ils tirent et disparaissent, et ils sont toujours montés sur des camions américains. La standardisation des châssis Studebaker a également révolutionné la logistique, un seul manuel, un seul jeu de pièces, un seul type de formation, au lieu du chaos improvisé des premières années. Les chiffres de la production soviétique montrent clairement le fossé. Entre 1941 et 1945, l'URSS a fabriqué environ 205 000 camions, soit moins de la moitié des 427 284 fournis par les États-Unis. Pire, les pertes furent catastrophiques. Rien qu'en 1941, 300 000 véhicules furent détruits ou abandonnés, au cours de la guerre, le total dépassa les 500 000 unités. Sans pré-bail, le parc automobile soviétique se serait effondré au milieu de 1942. Chaque offensive après Stalingrad de Koursk à Berlin reposait sur les roues américaines. En 1945, les véhicules fabriqués aux États-Unis représentaient 33% de la flotte totale de l'armée rouge, mais représentaient 70% de sa capacité de transport réel, grâce à une charge utile et une fiabilité supérieure. Le coût économique était tout aussi révélateur, une Studebaker US-6 coûtait $1830 à produire en 1943 ou une somme que l'URSS recevait gratuitement. Fabriquer un équivalent national consommerait environ $800 américains, sans compter la capacité industrielle qui n'existait tout simplement pas, ressources qui devraient être détournées de la production de chars et d'avions. Lorsque l'opération Bagration fut lancée le 23 juin 1944. L'opération Bagration a révélé de manière irréfutable comment les camions américains avaient redéfini la capacité opérationnelle soviétique. Cette offensive dévastatrice qui écrasa le groupe d'armées allemand centre et infligea 450 000 victimes n'aurait tout simplement pas été viable sans la flotte américaine. Les calculs du maréchal Konstantin Rokossovski, architecte de l'offensive du premier front biélorusse, montrent clairement le degré de dépendance, ces troupes consommaient 12 000 tonnes de ravitaillement par jour. Les chemins de fer soviétiques étaient en mesure d'acheminer des ressources vers des dépôts situés entre 60 et 100 km derrière les lignes, mais à partir de ce moment-là, seuls les camions pouvaient soutenir l'avancée. Rokossovski possédait 19 000 véhicules, parmi eux, 14 000 étaient américains. Le rythme de l'opération aux 450 km en seulement 5 semaines a étonné les Allemands.
Sa planification stratégique reposait sur l'hypothèse que les forces soviétiques auraient besoin de pauses opérationnelles tous les 100 à 150 km pour réorganiser leur logistique. Les renseignements de la Wehrmacht avaient calculé la capacité offensive de l'armée rouge sur la base de la production nationale de camions, ignorant que la flotte américaine avait triplé sa capacité de transport. Durant ces 5 semaines cruciales, les véhicules américains en service soviétique ont transporté 400 000 tonnes de munitions, 300 000 tonnes de nourriture. Et ils ont évacué 250 000 blessés. Tout en consommant 67 000 tonnes de carburant, dont une grande partie est également livrée par d'autres camions américains. Pour mettre les choses en perspective, la production totale de camions soviétiques en 1944 ne suffirait pas à soutenir l'offensive ne serait-ce qu'une semaine. Le contraste avec les opérations précédentes était brutal. Dans le désastreux second Bit. Sur l'île de Kharkov en mai 1942, l'avancée soviétique s'est essoufflée en quelques jours parce que les troupes dépassaient leur propre logistique. En 1944, grâce aux camions américains, l'armée rouge pouvait maintenir son élan offensif pendant des semaines, transformant les victoires tactiques en triomphes stratégiques. Le maréchal Gorgi Zhukov, le commandant le plus célèbre de l'URSS, a laissé 3 déclarations explosives sur l'aide américaine, toutes supprimées jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique. Le premier est apparu dans les transcriptions du KGB, en 1963, lors d'une conversation privée dans sa datcha, ignorant l'existence des microphones cachés, Zhukov a admis. On dit que les Alliés ne nous ont pas aidés. Mais c'est indéniable, les Américains nous ont envoyé du matériel sans lequel nous n'aurions pas pu constituer nos réserves ni continuer la guerre. Sans les camions américains, nous n'aurions pas pu remorquer notre artillerie. Le deuxième témoignage provient d'enregistrements d'entretien avec l'écrivain Konstantin Simonov, 1965 à 1966, resté confidentiel jusqu'en 1990. Zhukov est encore plus direct. Sans les Studebakers américains, nous aurions été incapables de déplacer notre artillerie n'importe où. Dans une large mesure, ils assuraient notre transport vers l'avant. Le troisième document se trouvait dans un manuscrit inédit de Zhukov, saisi en 1969 et conservé dans les archives jusqu'en 1992. En analysant la bataille de Berlin, il a écrit sur l'importance cruciale des camions américains dans la livraison de 2,2 millions d'obus d'artillerie en seulement 2 semaines, ce qui n'a été possible que grâce aux déplacements ininterrompus de la flotte américaine. Mais le témoignage le plus accablant est venu des mémoires secrètes de Nikita Khrouchtchev, enregistrées clandestinement et introduites clandestinement en Occident en 1970. Authentifié par l'analyse vocale et corroboré après la chute de l'URSS, ces propos sont dévastateurs. Je voudrais exprimer franchement mon opinion sur le point de vue de Staline, si les États-Unis ne nous avaient pas aidés, nous n'aurions pas gagné la guerre. Dans une confrontation directe avec l'Allemagne nazie, nous n'aurions pas résisté à la pression et aurions perdu. Staline n'a jamais écrit cela, mais il me l'a dit personnellement à plusieurs reprises, sans camions américains, nos pertes auraient été catastrophiques, nous n'aurions aucune mobilité. Le même Khrouchtchev, déjà Premier ministre soviétique, a déclaré publiquement que l'URSS avait gagné, avec ses propres ressources. Une contradiction qui résume le double langage soviétique sur l'aide américaine. Les mécaniciens soviétiques qui entretenaient les camions américains comprenaient le fossé technologique entre l'ingénierie. Alors que les moteurs américains utilisaient des pistons en aluminium, les soviétiques utilisaient de la fonte lourde. Les véhicules américains avaient des filtres à huile, les soviétiques, des tanks de décantation. Les roulements de roues américains, étanches et d'une durée de 50 000 km, contrastaient avec les roulements soviétiques, qui atteignaient à peine 5 000 km quand ils avaient de la chance. Mais ce qui a vraiment impressionné, c'est le système de pièces de rechange. Les Américains ont envoyé des catalogues avec chaque composant numéroté, pièce X, numéro Y, et la pièce exacte est arrivée. Dans le système soviétique, cannibaliser des véhicules cassés ou fabriquer des pièces à la main. Les camions américains ont également introduit des concepts de sécurité ignorés par les concepteurs soviétiques, verres de sécurité, rétroviseurs latéraux, feux de recul, klaxons actionnables d'une seule main. En plus de leur impact militaire immédiat, ces véhicules ont révolutionné la pensée automobile soviétique. Les ingénieurs qui ont étudié les modèles américains ont appliqué les leçons qui ont façonné la conception des camions d'après-guerre pendant des décennies. Le ZIS 150, le premier camion produit en série d'après-guerre, était essentiellement une interprétation soviétique des principes américains appris des Studebaker. Plus encore, les Américains ont mis en place une culture de maintenance jusqu'alors inconnue en URSS. Inspection systématique, calendrier d'entretien préventif, normalisation des pièces,
concept absorbé par les véhicules américains qui ont influencé le développement industriel. Ustryal soviétique par une génération. La défaite humiliante dans la guerre d'hiver, 1939 à 1940, contre la Finlande avait déjà exposé les faiblesses logistiques catastrophiques de l'armée rouge. Incapable de fournir des troupes à seulement 150 km de Leningrad, l'URSS a subi 126 875 morts et 264 908 blessés contre un ennemi 10 fois plus petit. L'analyse post-guerre du maréchal Semyon Timoshenko a identifié la rareté des camions comme un facteur critique. Les forces soviétiques avaient une supériorité numérique, mais ne pouvaient pas concentrer le pouvoir de combat en raison du manque de transport. En 1944, les camions américains ont résolu le problème. L'offensive soviétique contre la Finlande en juin de la même année a triomphé précisément parce que les véhicules américains ont gardé les lignes d'approvisionnement sur un terrain qui, 4 ans plus tôt, avait vaincu la logistique soviétique. La propagande soviétique a insisté sur le fait que les chemins de fer, et non les camions, étaient l'épine dorsale de la logistique, minimisant délibérément le rôle des véhicules américains. Mais des études disqualifiées sur l'État révèlent pourquoi cela était impossible. Pendant le retrait, les Allemands ont détruit 65 000 km de rails, 13 000 ponts, 4 100 stations. Les troupes ferroviaires soviétiques ont pu restaurer environ 20 km par jour dans des conditions de combat, mais les lignes de voies uniques reconstruites ne soutenaient que 6 à 8 trains quotidiens, contre 40 à 50 sur des routes doubles intactes. Le problème crucial, cependant, était différent, les chemins de fer se sont terminés à des points fixes. Les 50 à 100 derniers kilomètres des unités de combat dépendaient exclusivement des camions. Sans eux, il n'y avait pas de fourniture en première ligne. Les Allemands ont appris cette leçon de la pire façon. Leurs ingénieurs ferroviaires étaient excellents, et au début, ils ont réussi à accompagner le rythme, mais le manque chronique de camions signifiait que même avec des pistes intactes, les fournitures n'ont pas atteint les troupes. Une carence qui deviendrait fatale. Alors que les fournitures se sont accumulées inutiles aux terminaux ferroviaires, les unités de combat étaient sans munitions. Et voici le vrai miracle logistique, les véhicules américains n'étaient pas seulement des chiffres dans un rapport, c'est l'épine dorsale qui a soutenu l'avance soviétique. Les Studebaker ont peut-être conquis l'imagination populaire, mais c'est l'ensemble complet de la flotte américaine qui a redéfini la guerre. Les 51 503 Willys Jeep ont transformé la reconquête et la commande en temps réel, permettant aux responsables comme Koniev de coordonner les batailles avec l'agilité jamais vue auparavant. Les camions Dodge de 69 000 tonnes ont donné une mobilité tactique aux compagnies d'infanterie, tandis que la Chevrolet de 1,5 tonnes est devenue les chevaux de bataille des divisions, transportant tout, des troupes à l'artillerie. Le maréchal Ivan Konev n'a pas caché l'impact, les Jeeps nous ont donné un contrôle réel. Les commandants ont visité 3 divisions par jour, accélérant des décisions qui ont pris des semaines. C'était un avantage que même le Blitzkrieg allemand puisse égaler. Mais la gratitude durerait sous peu. Même avant la fin de la guerre, Moscou travaillait déjà pour effacer cette dette de l'histoire. En février 1945, le comité de défense de l'État a émis l'ordonnance secrète N-7572, toutes les photos d'équipements étrangers doivent être censurées. La victoire serait créditée exclusivement à l'industrie soviétique, un mensonge qui deviendrait dogme pendant 4 décennies. Alors a commencé une campagne systématique de contrefaçon. Des capteurs peints sur les emblèmes des Studebaker sur des photographies, les remplaçant par des camions iOGAZ. Des films montrant des colonnes de Dodge ou de Chevrolet ont été coupés ou détruits. Les souvenirs des anciens combattants ont été édités, où il a lu au Studebaker, seul le camion avait été contenu, véhicules américains ont tourné nos véhicules. Les passages entiers ont été réécrits pour éliminer toute trace d'aide étrangère. La distorsion ne s'est pas arrêtée dans les fichiers. Étendue au nombre. L'histoire officielle soviétique de 1960 a réduit le prêteur au maigre. Est-ce 4% de la production de guerre, une astuce comptable qui a comparé les livraisons américaines à la production soviétique totale, y compris des civils tels que des casseroles et des boutons, en utilisant des valeurs de roubles qui ont sous-estimé l'équipement occidental. Lorsque les anciens combattants ont envoyé des rapports mentionnant des jeeps ou des camions américains, les éditeurs les ont transformés en références génériques. La vérité était gênante, sans ces véhicules, l'armée rouge ne serait pas arrivée à Berlin. Avec le début de la guerre froide, la répression s'est intensifiée. En 1948, Nikolaï Vozanezensky, membre de Politburo, a publié des rapports et évidences selon lesquels Landby représentait moins de 4% de l'effort soviétique tout en rapportant les États-Unis en tant que leader du champ antidémocratique. Cette version est devenue le récit officiel depuis des générations.
Les historiens qui connaissaient la vérité faisaient face à un dilemme cruel, répéter des mensonges ou risquer leur carrière. La plupart ont choisi la survie. Les manuels ont enseigné que l'URSS avait vaincu Hitler seul. Les musées ont montré des chars Tigers capturés, mais ont caché les Sudbars qui portaient les munitions pour les détruire. Les monuments ont célébré le TE-34, jamais les camions qui les ont fournis. Ce n'est qu'avec Gorbatchev-Glasnost que le rideau de fer de l'histoire a commencé à s'ouvrir. En 1989, le magazine d'histoire militaire a publié le procès-verbal de la conférence de Téhéran, révélant l'admission explosive de Staline, sans camions américains, nous n'aurions pas surmonté la guerre. La réaction était explosive. Les lecteurs ont constaté que leur compréhension du conflit avait été construite sur une arnaque. En 1990, lors d'une réunion vétérans à Moscou, les conducteurs qui ont conduit ces véhicules pendant des décennies ont finalement rompu le silence. Un par un, ils se sont levés pour raconter des histoires gardées pendant 45 ans, comment les Sudbakers ont enduré des routes détruites où le ZIS s'est cassé, alors que la Dodge transportait des canons de 152 mm à 80 km/h tandis que les camions soviétiques atteignirent à peine 40 km/h. Les révélations des fichiers étaient encore plus dévastatrices. Les chercheurs ont trouvé la double comptabilité, nombre réel pour la planification interne, fausses données pour la consommation publique. Naked Truth a montré qu'en 1945, 70% de la capacité de transport de l'armée rouge dépendait des véhicules américains. L'historien Boris Sokolov, analysant les documents nouvellement, était catégorique, retirer les camions américains des opérations soviétiques après Stalingrad, et chaque échec offensant. Aussi d'aussi simple. L'armée rouge a marché sur Berlin non seulement avec courage, mais sur des pneus Goodyear et des moteurs Chevrolet. La bataille de Berlin en avril 1945 a été le sommet de cette dépendance. Souffrant 2,5 millions de soldats, 41 600 pièces d'artillerie et des milliers de chars en territoire allemand détruit nécessitaient une machine logistique surhumaine. Seul le front biélorusse de Zhukov a consommé 25 000 tonnes de fournitures par jour, et sa flotte de 22 000 camions comprenait 16 000 véhicules américains. Au cours de la première semaine du vol, les soviétiques ont tiré 2,5 millions de projectiles d'artillerie. Chacun de ces obus devait être transporté sous le feu. Les camions américains ont fait 4 voyages quotidiens, parcourant 100 km aller-retour dans des routes capturées. Les soviétiques, lorsqu'ils ont travaillé, ont à peine terminé un voyage avant de se casser. Même au moment de triomphe, la dépendance était indéniable, le défilé de la victoire de Berlin a été fait avec des véhicules américains, le seul assez fin et fiable pour le défilé. Lorsque le rideau en fer est tombé, les chiffres finaux ont émergé comme un coup de poing dans l'estomac publicitaire. Les États-Unis ont livré 427 284 camions et jeeps, plus que l'Allemagne produit tout au long de la guerre. 13 303 véhicules blindés et tracteurs d'artillerie. 35 170 vélos. 2328 véhicules de service d'artillerie. 2,7 millions de tonnes de pétrole, sans lesquelles les réservoirs soviétiques n'ont pas quitté les lieux. 4,5 millions de tonnes de nourriture, qui a évité. Faim dans les tranchées. 15,4 millions de paires de bottes, pour les soldats marchant sur la neige et la boue. 1911 locomotives et 11 075 wagons ferroviaires, ce qui a maintenu les chemins de fer de travail lorsque l'URSS n'a pas pu produire suffisamment. À elle seule, cette flotte aurait été suffisante pour moderner complètement 60 divisions d'infanterie. Jusqu'à la fin de la guerre, les véhicules américains avaient transporté 60% de toutes les munitions tirées par l'armée rouge. 70% du carburant qui alimentait les réservoirs et les avions. Évacué 65% des blessés, sauvé d'innombrables vies. Remorqué 58% des pièces d'artillerie, la colonne vertébrale dorsale de la puissance de feu soviétique. Dans l'euphorie d'après-guerre, certains généraux ont tenté de reconnaître cette dette. Zhukov a proposé un monument à l'arsenal de la démocratie qui avait sauvé l'URSS. Le Parti communiste a opposé un veto à toutes les initiatives. Pendant 45 ans, aucun mémorial n'a mentionné le prêteur. Ce n'est qu'en 2004, un monument modeste a été érigé dans Murmansk, et pourtant il a généré une controverse. L'absence de reconnaissance reflète une plus grande tragédie, le vol de mémoire historique. Des millions de Soviétiques ont grandi en croyant que son pays avait gagné seul. Lorsque les derniers anciens combattants ont commencé à mourir, leurs témoignages sont devenus de précieux documents. En 2005, les conducteurs survivants ont formé le Sir Snudbaker pour préserver la vérité. Ils ont rassemblé des photos cachées pendant 60 ans, montrant des colonnes de camions américains avec des marques soviétiques peintes à la hâte.
Sa déclaration finale, signée par 200 vétérans, a été un cri contre l'oubli. Nous avons conduit des camions américains à la victoire. Nous avons mangé de la nourriture américaine. Nous avons tiré des munitions américaines. Cela ne diminue pas notre sacrifice, 27 millions de morts prouvent notre douleur. Mais la vérité honore mieux leur mémoire que les mensonges. Les camions américains ont aidé à sauver notre patrie. Aujourd'hui, alors que la Russie réécrivait une fois de plus l'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour servir les agendas politiques, l'histoire de Landby gagne une nouvelle urgence. Les manuels modernes minimisent en outre l'aide américaine que les soviétiques. Cela fait partie d'une campagne plus large, restaurer la fierté nationale à travers les mythes, pas les faits. Mais les chiffres ne mentent pas. 427 284 véhicules américains livrés, plus du double des 205 000 camions que l'URSS a pu produire tout au long de la guerre, ne peut pas être effacé. Les témoignages de Staline, Khrouchtchev et Zhukov, conservés dans plusieurs fichiers, ne peuvent pas être refusés. La vérité sert de rappel, c'était la coopération internationale, pas l'isolationnisme, qui a écrasé le fascisme. Les camions qui ont amené les soldats soviétiques à la victoire sont sortis des chaînes de montage de la démocratie, et c'est une leçon qu'aucun régime ne devrait être capable d'effacer. Ces véhicules n'étaient pas seulement livrés à un allié malgré les différences idéologiques, il était de la preuve vivante que lorsque la liberté rejoint la capacité industrielle, même les ennemis les plus implacables sont vaincus. L'histoire des camions américains sur le front oriental ne concerne pas seulement la logistique militaire, il s'agit d'un témoignage irréfutable de la façon dont la production de masse décide du sort des nations, de la façon dont l'idéologie déforme la mémoire et comment la vérité, même étouffée, brise toujours les barrières du silence. Les 427 284 camions et jeeps qui ont traversé les océans et atteignirent les mains soviétiques n'étaient pas un simple nombre dans un rapport, c'était la différence entre la victoire et l'effondrement. Ils ont transformé une armée toujours attachée aux premières tactiques de guerre, en fonction des rails et des chevaux, dans une force mécanisée capable de déplacer des milliers de kilomètres, écrasant les divisions nazies dans des manœuvres qui ont changé le cours de l'histoire. Les dirigeants soviétiques eux-mêmes le savaient. Staline, à Téhéran, a admis franchement, sans les machines américaines, nous aurions perdu la guerre. Zhukov, le stratège de la victoire, a avoué que sans ces camions, l'artillerie soviétique serait immobilisée, condamnée aux dérives. Khrouchtchev, des années plus tard, a reconnu que la pression allemande aurait écrasé l'URSS n'était pas le flux constant des fournitures américaines. Et pourtant, pendant 45 ans, le régime soviétique a imposé une arnaque. Les photographies ont été modifiées, des souvenirs censurés, des statistiques contrefaites. Le Parti communiste a volé à son propre peuple la vraie histoire de leur sacrifice, la remplaçant par un récit pratique, un récit qui a servi au pouvoir, mais a trahi la vérité. Ce n'est qu'avec Glasnost que les archives se sont ouvertes, les enregistrements ont été révélés et les témoignages ont confirmé ce que les soldats ont toujours su, ces camions ont non seulement aidé la victoire soviétique, ils ont rendu cela possible. Les Studebaker, surnommés Zakonnik, allaient n'importe où, par les soldats, étaient aussi décisifs que les chars T-34, aussi essentiels que l'héroïsme des troupes elles-mêmes. Cet épisode n'est pas seulement une leçon de l'histoire militaire. C'est un miroir de distorsions autoritaires, des régimes qui réécrivent le passé pour contrôler l'avenir, où la commodité politique écrase la précision des faits. Mais la vérité, comme ces moteurs américains, ne se replie pas. Ils persistent, implacables, au-delà des mensonges officiels. Aujourd'hui, les chiffres sont indéniables, l'armée rouge est entrée à Berlin sur des roues fabriquées dans la démocratie. L'arsenal de la démocratie n'a pas surmonté Wehrmacht avec des armes seules, a gagné avec des engrenages, avec des pneus, avec la capacité de déplacer des armées entières quand et où elle était nécessaire. Ces 427 284 véhicules n'étaient pas seulement des machines, ils étaient le symbole d'un système qui, même face à un allié idéologique, a choisi la victoire sur la tyrannie au lieu du dogme sur la pragmatique. Les généraux soviétiques qui ont admis, en particulier, dans les coulisses du pouvoir, qui aurait été vaincu sans camions américains, a dit une vérité qui transcende les frontières et les doctrines. Les guerres modernes ne gagnent pas seulement avec courage, mais avec la fusion entre la bravoure et le pouvoir industriel. Et à la fin, ce sont les Studebaker robustes, qui ont survécu à des décennies en service soviétique, qui a surmonté les mensonges tissés sur eux. Les anciens combattants savaient. Les documents prouvaient. L'histoire enregistre, sans ces camions, il n'y aurait pas de drapeau rouge sur le Reichstag. Le plus grand paradoxe ? C'est la générosité américaine qui a forgé la puissance soviétique qui, pendant près d'un demi-siècle, nierait cette même contribution. Mais la vérité,
comme ses moteurs inlassables, résiste à toute manipulation. Les généraux avaient raison. Sans 400 000 camions américains, la destination de l'URSS et du monde aurait été une autre.